C'est lors du second débat de ce Sens Public volontairement décalé de l'actualité du jour pour vous révéler les conclusions d'une étude passionnante sur la France rurale. Son titre, Parole de campagne. Elle démonte les clichés et alerte sur le ressentiment d'une population qui se sent invisibilisée. Qui sont les habitants de la campagne? Pour qui votent-ils? Comment leur donner toute la place qu'ils méritent? Avant d'en débattre, les premiers enseignements chiffrés de cette enquête avec Audrey Buetaz. Ils ont beau représenter un tiers de la population, les habitants des territoires ruraux éprouvent un fort sentiment de relégation. D'après une étude, 81% d'entre eux estiment que la politique favorise les villes, notamment en matière de transport, le problème numéro 1 de la vie à la campagne. Depuis 1930, plus de 18 000 km de lignes ferroviaires ont disparu, principalement dans les zones rurales. Un problème que le sénateur de la Haute-Vienne, Christian Redon-Sarrazy, connaît très bien. Il ne reste plus que la voiture particulière, très souvent, pour se déplacer à l'intérieur d'un département, par exemple, même s'il y a encore quelques lignes de bus ou quelques TER, mais c'est très loin de couvrir l'ensemble des besoins des habitants. L'enclavement est un vrai sujet qui, je pense, est une raison importante qui amène à ce sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon renforcé par des problèmes d'accès aux soins et la disparition de certains services publics. Vous vous apercevez aussi qu'il faut redéfinir ce que l'on met derrière le service public. Et un maire vous dira, mais moi, quand je perds la poste, c'est une entreprise privée aujourd'hui, la Poste, si la pharmacie ferme, s'il y a ça, tout va fermer. Mais les territoires ruraux souffrent aussi des clichés qu'on leur appose. Contrairement aux idées reçues, seuls 2% des habitants sont des agriculteurs. Et pour beaucoup de ruraux, la vie dans ces territoires est un choix, plus qu'une contrainte. Certains voudraient montrer que la ruralité est une chance. On ne répondra pas aux enjeux de la société sans l'espace rural, en matière de souveraineté alimentaire, en matière de protection de la biodiversité et en matière de cohésion sociale, parce qu'on voit bien que la concentration humaine sur certaines zones, aujourd'hui, rend les situations explosives sur le terrain. La ruralité est une chance pour le pays et je pense que c'est important que les responsables politiques au niveau national le disent. Justement, la ministre de la Ruralité compte bien s'inspirer du terrain pour trouver des solutions et changer la loi. Je vois des initiatives de petites communautés de communes et de communes qui mettent en place des actions extrêmement modernes de déplacement du premier au dernier kilomètre. Ce sont avec des applications, des lignes de covoiturage qui se mettent en place, qui fonctionnent comme une ligne de bus, sauf que c'est de la voiture partagée. Et je pense que quand on laisse la liberté, la responsabilité et la confiance, on voit mais vraiment des pépites d'innovation. Et pour cela, la ministre souhaite renforcer le pouvoir des préfets à l'échelle des départements. Et c'est un zoom sur une France qui se sent délaissée que l'on vous propose tout de suite avec Laurence Denervaux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes la directrice du Cercle de réflexion Destin commun qui vient donc de faire paraître cette étude Parole de campagne qu'on peut retrouver sur votre site destincommun.fr. Fanny Lacroix, bonsoir et bienvenue. Vous êtes maire de Châtel-en-Trièves, c'est en Isère, et vice-présidente de l'association des maires ruraux de France. Bruno Cotrez, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bruno, vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et vous publiez avec Anne Muxel Le vote sans issue, au pluriel, chroniques électorales 2024. Aux presses universitaires de Grenoble et évidemment Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Je commence avec ces chiffres, 21,5 millions d'habitants à la campagne, ça représente un tiers de la population française. Laurence Denervaux, comment ils vont ? Comment y vont-ils, ces Français des villages ? D'abord, c'est une excellente chose qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur donne la parole. Et je vous remercie de le faire ce soir. C'est ce que nous avons cherché à faire depuis plusieurs mois avec les 3 associations qui ont été à l'origine de cette étude, Bouge ton coq, Incite et Rura, parce qu'on est parti d'un constat de terrain, que je pense Fanny Lacroix partagera, qui était une forme d'invisibilisation, voire d'effacement de la population rurale, qui représente aujourd'hui un tiers de la population nationale et qui pourtant est très largement absente, invisibilisée dans les sondages d'abord, statistiquement, alors qu'elle représente un tiers de la population. En fait, les ruraux ne sont présents qu'à hauteur, grosso modo, de 20%
des personnes qui sont dans les panels des sondages. Ça, c'est important, c'est une découverte qu'on a faite dans cette enquête. Et puis, c'est un vrai souci quand même. Oui, c'est un vrai souci. Ça veut dire que les sondages sont en partie biaisés depuis des années. Effectivement, c'est une sous-représentation, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-là est particulièrement criante. Et puis, par ailleurs, ils sont souvent mal représentés et mal décrits dans les médias, dans la culture, dans la politique également. Alors, est-ce qu'ils vont bien? C'était la question que vous me posiez. Oui, elle est trop générale, mais bon, voilà. Bien sûr, non, mais tout n'est pas noir et notre objectif n'est pas du tout d'agiter un chiffon rouge, forcément. Il y a des choses qui vont très bien. Et justement, ne pas leur donner la parole, c'est aussi se priver de découvrir de formidables innovations, une vie démocratique qui est tout à fait vivante dans de très nombreux villages de notre pays. Voilà. Et l'objectif de ce débat, c'est notamment de sortir d'un certain nombre de clichés qu'on peut avoir, notamment nous ici, depuis nos émissions télé réalisées à Paris, sur les Français qui vivent dans ces villages. 500 habitants, c'est ça je vais commencer avec votre casquette de maire de Châtel-en-Triel, ensuite on parlera plus généralement des villes rurales. Mais j'allais vous poser la même question, c'est peut-être plus facile à la dimension de 500 habitants. Comment ils vont? C'est une population jeune, vieillissante, active, retraitée, un peu tout ça? En fait, c'est une population qui est très diversifiée. Oui. On a quand même des retraités, avec une part importante de retraités sur notre commune, effectivement, mais il y a aussi des jeunes qui sont là, qui viennent pas mal aussi dans le Trièves, puisque c'est là où on se situe, donc c'est dans le sud Isère, pour venir chercher une autre manière aussi de vivre sa vie, plus ancrée dans le vivant, et avec des capacités d'agir peut-être plus importantes. On a une population d'agriculteurs qui est encore importante, puisque nous, on a 17 sièges d'exploitation, des artisans, donc tout ça est assez dynamique, active, des personnes aussi qui vont faire du télétravail, qui travaillent à Grenoble. Donc tout ça, il y a cette diversité. Vous êtes à combien de kilomètres de Grenoble à peu près? On est à peu près 1h15 en voiture. Ouais. Voilà. Oui, parce que les questions de transport, elles sont importantes et on y reviendra évidemment un peu plus tard. Transport, services publics, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Je vais reprendre déjà l'une des questions posées dans le cadre de l'étude. La question, c'est ça. Comment vous définissez, en fait, personnellement, parmi les adjectifs suivants, comment préférez-vous vous définir? Je suis... Le premier item qui remonte, c'est habitant de la campagne, 31%, rural, 23%, villageois, campagnard ou provincial. Là aussi, c'est intéressant de voir comment parfois, nous on emploie beaucoup le mot territoire. Je ne suis pas sûr que dans les territoires, on dise beaucoup territoire. Mais bref, Bruno Cotresse, c'est français, je veux dire les Français de la campagne. Est-ce qu'ils sont souvent l'objet d'études sociologiques ? Ou finalement pas tant que ça? Ils l'ont été dans la sociologie française des années 1960-70, où il y avait un grand courant de sociologie rurale. Un des plus grands sociologues français de l'époque, Henri Mandras, en avait fait vraiment son domaine de recherche. Mais c'est vrai que depuis, c'est un peu tombé pas en désuétude, parce qu'on a des enquêtes monographiques faites sur certaines régions, certains départements. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de vraies grosses études sur les ruraux. Alors on a des baromètres de territoire, on a des enquêtes qui ont des dimensions territoriales. La sociologie qui étudie les tempéraments politiques, les votes, elle s'intéresse beaucoup quand même et on aura un bon chapitre consacré au vote, à la variable géographie électorale, territoire, qui est quand même toujours présente, mais d'études aussi importantes qui va vraiment dans les territoires, qui creusent le rapport subjectif au territoire, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous en retenez ? D'abord, avant tout, j'aime bien l'idée de réfuter l'espèce de coupure binaire entre les métropoles où tout irait bien et puis le reste du pays où tout irait mal. C'est une coupure qui a été beaucoup utilisée au cours des dernières années, qui a été très utilisée pour commenter ce qui ne va pas dans le pays. Et des géographes ont pas mal réfuté cette coupure en disant mais il y a des gens qui vont très mal dans les métropoles, il y a de la pauvreté et de la précarité dans les métropoles, il y a des poches de bonheur dans les territoires ruraux, puis aussi du rural qui va pas bien. Donc j'aime bien l'idée que l'étude réfute assez bien entre vraiment cette coupure trop binaire, même si quand on regarde l'étude, effectivement, dans les représentations que se font les ruraux d'eux-mêmes, cette coupure, elle existe quand même. Oui. De dire on n'est pas
on n'est pas comme là-bas, etc. Voilà, donc, mais j'aime beaucoup ça dans l'étude, et en plus l'étude est nourrie de beaucoup de matériaux qualitatifs, avec une exploration de verbatim. Bon, elle nous sert ce soir et elle va beaucoup vous servir dans les prochaines semaines, c'est ce que je comprends. Avec une question que vous avez posée, Laurence Denervaux, sur la représentation. Je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que c'est une population qui se sent bien représentée ici, à la télévision, au cinéma, dans la publicité, que sais-je? Alors non, effectivement. Je vais commencer par une phrase qu'on a entendue dans la bouche d'une de ces personnes, Nadine, qui a 60 ans, qui habite dans le Finistère, qui disait « On est soit les gentils arriérés qui cultivent la terre avec amour, soit les beaufs qui ne comprennent rien. Il n'y a jamais juste, 3 petits points, nous ». Voilà. Et si on leur demande précisément, est-ce que vous vous sentez, voilà, qui est ce nous? Et si on leur demande, est-ce que vous vous sentez bien ou mal représenté dans, alors on avait donné toute une série de choix. Dans la télévision, on avait distingué les contenus d'information ou de divertissement, le cinéma, la littérature, etc., mais aussi la politique. Globalement, c'est toujours la réponse négative qui l'emporte sur la réponse positive. Voilà, on les voit s'afficher. Alors, je crois qu'on commence par par la télévision. Mais avec quand même 48% de non, quand même. Voilà, mais avec quand même quelques écarts. C'est la politique qui s'en sort le moins bien, très clairement. C'est le gouvernement qui s'en sort le moins bien. 68% des ruraux se sentent mal représentés par le gouvernement, et l'Assemblée nationale et le Sénat s'en sort où on est aujourd'hui, il s'en sort un tout petit peu moins bien, mais c'est quand même 61% de ruraux qui se sentent mal représentés par cette Chambre des communes, hein, donc c'est quand même un petit peu alarmant. Et pour ce qui est ensuite des contenus culturels et de divertissement et des médias, ça oscille entre 40, 45 et 55% qui se sentent mal représentés, mais je vous le disais, c'est toujours la réponse négative qui l'emporte sur le positif. C'est ça qui est, le non est à 43% pour le cinéma et il est à 53% pour les publicités. Voilà. Et ça, pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce que ça nourrit au bout d'un moment une sorte de frustration lorsqu'on se sent soit tout simplement invisibilisé, soit lorsqu'on ressent un décalage entre les représentations dominantes et ce qu'on vit au quotidien, qui est tout à fait différent d'une ruralité qui serait considérée comme d'abord entièrement agricole et peuplée d'agriculteurs, mais aussi d'une certaine façon figée dans le passé, très sédentaire, très conservatrice, ce qui là non plus n'est pas le cas. Évidemment, il faut aussi sortir de ce cliché. J'ai eu la chance de présenter le journal de 13h sur TF1 pendant pas mal d'années, qui donne toujours d'ailleurs la parole aux Français et raconte ce qui s'y passe, ce que Jean-Pierre Pernaut avait compris un peu avant les autres. Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est toujours le journal le plus regardé, par exemple, chez vous? Est-ce que c'est une référence ou plus du tout? Oui, les gens chez nous regardent quand même beaucoup la télévision. Ça, je le vois. Je ne sais pas après si le JT... Mais je pense que votre enquête doit le renseigner. Mais par contre, je sens effectivement la présence de la télé fortement quand même, qui influence parfois la perception qui ne correspond pas vraiment à la réelle de ce que l'on vit. Quelle télévision? Vous avez une idée? C'est le 19-20 de France 3 dans notre enquête. Qui est le plus regardé, d'accord. Des émissions dans lesquelles... Et donc, préserver, donc. Et donc, je vous redonne la parole sur cette question de représentation, le fait de se sentir ou pas représenté ou de se sentir invisibilisé finalement dans les espaces culturels, à la télévision ou autre. Est-ce que c'est quelque chose qui s'exprime ou est-ce que c'est une espèce de ressentiment un peu non dit? Ça s'exprime sur le personnel politique, très clairement, au moment des échéances électorales. Effectivement, il y a un décrochage avec la politique nationale que moi je perçois. C'est-à-dire, tant qu'on est sur de l'élection locale, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est un champ politique que l'on maîtrise, où on connaît les gens, on connaît très bien son maire et ses élus locaux. Donc on dit que c'est pas la même chose et presque on fait pas de politique. Et moi, ça me gêne un peu de dire ça. Et après, on vit un décalage avec tout ce qui nous dépasse, où on ne maîtrise plus ce qui se passe, avec une perte de confiance très très forte et du coup un acte électoral qui peut ne pas du tout correspondre avec le moment de l'élection locale. Et moi, ce décrochage entre le local, ce que l'on maîtrise, et le national, voire au-delà, où on ne maîtrise plus rien, où on ne comprend plus ce qui se passe et quelque part, on laisse tomber les choses. Ça, je l'ai vraiment remarqué. Alors, le vote rural, ça sera vraiment notre chapitre dans un instant, mais peut-être sur le rôle des maires ruraux. Laurence Denervaux, qu'est-ce qui ressort de votre étude? Là aussi, un certain nombre de verbatim, de ressentis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, là, je dirais qu'il y a quand même vraiment du positif et on est à 9 mois des élections municipales. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on voulait aussi attirer l'attention. La société française, dans son ensemble,
doit tourner le regard vers cette France rurale qui, d'abord, est plus participationniste que la moyenne, qui s'abstient moins aux élections et qui a une vraie relation de proximité avec ses élus locaux et ses maires en particulier. Ce sont 54% des ruraux qui connaissent leur maire versus seulement 30% des urbains. Et par ailleurs, la relation avec le maire est valorisée parce que le maire, c'est en fait... on sait que toutes les figures politiques en général font l'objet d'une grande défiance de la part des Français. Le maire est celui qui conserve très largement la confiance des Français et qui peut être en fait le réceptacle de différentes revendications avant qu'elles ne deviennent, si vous voulez, explosives ou qu'elles soient de l'ordre vraiment de la confrontation. Pourquoi vous avez choisi de devenir maire et pas forcément député? Enfin, pourquoi cet échelon-là? En fait, je ne l'avais pas forcément choisi. Donc moi, j'ai grandi dans un quartier prioritaire de la ville, donc plutôt dans les Tours, à Annemasse, en banlieue de Genève. Et après, j'ai fait mes études, donc je suis partie faire mes études à Lyon et à Paris. Et c'est donc en rencontrant mon compagnon que je suis arrivée comme ça dans le milieu rural. Je cherchais un métier pour me rapprocher de l'exploitation agricole. Et donc, j'ai été recrutée en tant que secrétaire de mairie. C'est comme ça que je suis arrivée dans mon village. Et puis après, en fait, j'ai fait la découverte de ce que c'était, cette ruralité, ce village. Et moi, ça a changé ma vision des choses. Dans un contexte de désertification, avec le maire et l'équipe municipale, on s'est mis vraiment à porter du projet de manière très participative et à renverser la tendance. Aujourd'hui, il y a plein de projets qui émergent et la population a compris que si chacun se remonte les manches, on peut vraiment déplacer les montagnes. Et donc, c'est comme ça, après, que j'ai été très impliquée dans la vie du village. Après, j'ai changé de métier parce que je voulais participer à ce réveil citoyen qu'on a vécu à Châtel-en-Trièves. Et puis après, le maire qui m'a recrutée m'a dit « Non, c'est toi qui vas y aller, Fanny. Aujourd'hui, c'est mon premier adjoint. » Et j'ai découvert la politique par le village, mais sinon, j'y serais jamais arrivée. Et je crois que c'est très important, dans un moment de défiance qu'on vit et d'enjeu de renouvellement de la classe politique, je crois que la ruralité peut porter cette espérance. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Avec aussi une dimension, alors je ne sais pas si c'est mécanique, c'est-à-dire plus le village est petit, entre guillemets, moins il y a d'étiquettes politiques pour le maire. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est pas impossible, effectivement. D'abord, j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre. En plus, je connais le Trièves. L'Isère étant mon département d'origine, en fait. Et c'est une belle région. Après, je dirais que oui, évidemment, on voit, nous, dans toutes nos enquêtes qu'on produit, la figure du maire est le seul qui arrive à surnager dans un océan de désarroi politique. Un désarroi politique. Ça, le pays est sidéré, ne comprend absolument plus ce qui nous arrive, a le sentiment de vivre un chaos. Alors ça ne date pas de la dissolution, tout ça remonte à bien avant, mais effectivement, le maire conserve, notamment dans les petites communes, un crédit de confiance qui est bien supérieur, même sans commune mesure avec le reste des élus politiques. Voilà, il y a des effets de contexte. Voilà, quand tout le monde baisse, le maire baisse aussi. Mais je pense que c'est à la fois un effet de proximité, mais c'est aussi une variable peut-être plus importante, qui est qu'au niveau local, le citoyen a le sentiment qu'il peut aller vérifier sur pièce. Alors qu'au niveau national, les gens nous disent je vote et après je comprends pas. Je ne comprends pas où ça part, qu'est-ce que ça devient. Alors qu'au niveau local, on peut sortir de chez soi. Quand vous prenez une décision, les habitants de la ville, ils peuvent venir vous voir. Si le maire a fait une promesse pendant sa campagne, ils peuvent aller vérifier sur pièce vos promesses. Bon, on va décortiquer le vote rural, j'ai employé cette expression-là volontairement. Vous vouliez rajouter un mot là, sur le rôle des maires? Peut-être en 2 mots, parce que je rebondirais aussi sur ce que disait Fanny Lacroix tout à l'heure, quand elle disait ça me gêne un peu en même temps quand on dit qu'on ne fait pas de la politique. Et je pense que toute la force du modèle rural, du point de vue du rapport à la politique, c'est à la fois une grande culture du compromis et un pragmatisme qui rassemble des personnes qui n'ont pas les mêmes étiquettes pour travailler ensemble au quotidien. Et comme le dit souvent Thibault Renaudin, qui est aussi partenaire de cette étude, qui est maire d'une petite commune dans le Gers, on fait baisser le niveau sonore de la conversation par rapport à l'Assemblée nationale ou peut-être un peu moins au Sénat. Voilà. Mais en même temps, tout de même, il y a des étiquettes politiques et il y a des visions politiques très différentes qui demeurent. Et il ne faut pas non plus, dire aux Français qu'au niveau local, finalement, c'est blanc, bonnet blanc. Je pense que c'est important de le rappeler. On décortique comme promis ce que votre étude révèle sur ce vote des habitants des campagnes. C'est Quentin Calmet qui nous rejoint tout de suite. Rebonsoir Quentin, avec un premier... Alors on l'a dit rapidement, mais vous allez rentrer dans le détail. Les habitants des campagnes participent davantage aux élections que ceux des villes. Oui, contrairement à l'image d'électeurs en retrait de la vie démocratique
pratique, note l'étude. Plus on s'éloigne des centres urbains, plus la participation progresse. Aux législatives de 2024, on voit ce chiffre, 28,7% d'abstention en zone rurale contre 33,2% en zone urbaine. Mais attention, l'enquête note que cette mobilisation plus forte des ruraux ne garantit pas pour autant une meilleure représentation, car les ruraux sont minoritaires démographiquement, vous le disiez, ils ne représentent qu'un tiers de la population et ils sont éloignés aussi des lieux de pouvoir. Oui, alors il y a eu des élections européennes, des élections législatives anticipées qui ont confirmé un niveau élevé, très élevé du vote pour l'extrême droite. Voilà, c'est vraiment l'information principale de cette enquête. L'étude donne ce chiffre, 42% de vote pour l'extrême droite dans les territoires ruraux contre 30% dans les zones urbaines. Ce vote s'explique en partie par la composition sociale des espaces ruraux, population plus âgée et moins diplômée, expliquent les auteurs. Mais on note que ce niveau n'est que légèrement supérieur au vote pour l'extrême droite dans le périurbain, c'est-à-dire autour des villes où l'extrême droite rassemble 38% des votes. Plus loin dans cette analyse, on lit que le RN s'impose même comme le premier parti dans les zones rurales, toutes catégories de ruralité confondues, que ce soit là où il y a davantage d'agriculteurs, plus d'industrie, d'artisanat ou dans les territoires ouvriers. Même dans les ruralités plus aisées ou touristiques, son score reste nettement supérieur à celui des autres partis, écrivent ainsi les auteurs. Et puis on note que la gauche et la Macronie obtiennent des scores qui sont finalement assez proches. Voilà, entre 18 et 23%, mais chacun avec des points forts respectifs. La gauche est ainsi plus forte dans les ruralités ouvrières, touristiques ou résidentielles, tandis que le centre macroniste obtient de bons résultats dans les ruralités touristiques où afflue le capital économique. Enfin, notons que le vote pour la droite dite mainstream, la droite classique représentée par les Républicains et des candidats divers droite, est quant à elle significativement plus élevée que la moyenne dans les campagnes, avec 14% de suffrages exprimés dans le rural, à habitat très dispersé, contre seulement 9% dans les grands centres urbains. Merci beaucoup, Quentin. Laurence Denervaux, alors on n'a pas voulu y passer tout le débat, mais on va quand même y passer quelques minutes sur le vote du Rassemblement national. Si on est dans le détail, quels sont les ressorts de ce vote en milieu rural ? Alors, merci d'avoir fait ce zoom qui est très important. Je voudrais relativiser un tout petit peu une analyse qui vient d'être présentée. Oui. En fait, si on part de l'opposition campagne-ville, effectivement, le vote Rassemblement national, en moyenne dans les territoires ruraux, est plus élevé que dans les zones urbaines. Mais si on dézoome un petit peu et qu'on prend, ou si au contraire on se rapproche un petit peu, et qu'on prend, en fait, l'INSEE distingue 7 catégories de territoires dans la grille de densité communale. D'accord. Il y en a 3 qui sont des territoires type ruraux, les 4 autres urbains. En fait, là, tout de suite, ça dessine une autre fracture. Il y a un seul type de territoire qui sont les grands centres urbains, dans lequel le vote RN est beaucoup plus bas que la moyenne, 24% seulement. Et dans tous les autres, il est au-dessus de 37%. Et il monte jusqu'à 45 quasiment %. Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, la ligne de fracture principale, elle ne passe pas vraiment entre les villes d'un côté et les campagnes de l'autre. Elle passe entre les grands centres urbains et tout le reste du pays de l'autre. La ruralité, bien sûr, mais aussi le périurbain et les petites villes. Maintenant, pour en venir au ressort du vote RN, parce qu'effectivement, tout de même, il est plus élevé effectivement dans la ruralité que dans le reste du pays ou dans la moyenne du pays. Ce que notre enquête a mis à jour de façon chiffrée, c'est une corrélation très nette entre l'éloignement des services de proximité, services publics ou privés, mais en tout cas que ce soit les commerces, les écoles, les pharmacies, la poste, tout ce qu'on veut, et le vote pour le Rassemblement national. Et aussi avec ce qu'on a appelé le ressentiment rural. Donc il y a différentes dimensions, le ressentiment politique, le ressentiment économique, le ressentiment culturel, ce sentiment de relégation, d'être sous-considéré en fait. Mais en tout cas, clairement, il y a vraiment un lien direct entre cet éloignement et le vote RN, ce qui signifie en fait que le moteur du vote RN en ruralité n'est pas d'abord une sorte de xénophobie ou un rejet de l'étranger comme on peut l'entendre parfois, voilà, des analyses un peu réductrices qui diraient que les ruraux sont des fachos, ou ce qu'on peut entendre parfois. Mais c'est vraiment cette crispation autour d'un quotidien assez contraint du point de vue de la dépendance à la voiture, le manque de transport en commun et de l'éloignement des services de proximité qui est le premier moteur du vote pour le Rassemblement national. Avec, pour compléter, quelque chose de très intéressant, ce qu'on a vu sur les protestations, sur les ZFE qui sont des zones à faible émission, sur les questions de la pollution. Il y a une étude d'un autre
cabinet Cluster 17 qui fonctionne par tranches et qui de Français, de proximité des Français entre eux, et qui expliquait un peu la même chose, je crois que c'était pour la Fondation Jean Jaurès, sur le vote des écologistes qui pourrait répondre d'une certaine façon à ce que vous disiez, avec un vote des écologistes concentré dans les grands centres urbains et beaucoup moins dans les zones rurales, ce qui dit aussi beaucoup pour les élections qui viennent. J'imagine que vous discutez souvent avec les habitants de votre ville, et notamment ceux qui votent Rassemblement National. Ils vous en parlent ? Alors, non, pas vraiment. Non ? Pas directement. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça sur la place publique. Même si ça se voit sur les réseaux sociaux de manière plus franche. Mais disons qu'ils ne vont pas venir m'en parler en tant que maire. Je pense qu'il y a encore une barrière vis-à-vis de ma position et sur le fait que c'est très clair que je ne partage pas. Oui, vous êtes une maire sans étiquette, mais assez proche de place publique de Raphaël Lux. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Exactement. Nous, on a porté une liste sans étiquette parce qu'en fait, on fédère les bonnes volontés quand même dans un courant de pensée qui nous paraît acceptable. Mais après, évidemment, qu'on a tous nos propres sensibilités. Et donc moi, effectivement, c'est place publique. Et donc, il y a pas... C'est pas... Parce que c'est intéressant ce que vous disiez l'une et l'autre sur le fait que la commune, surtout rurale, c'est un lieu où on trouve des points de rapprochement, on réussit à travailler ensemble, même quand on n'a pas forcément les mêmes idées. Mais est-ce que ça va jusqu'au Rassemblement National ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pas au sein de mon conseil municipal, mais évidemment au sein du village, parce qu'en fait, nous, le village... il ne fonctionne que si on est tous unis, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, si vous voulez. Donc, c'est pas avec une secrétaire de mairie, un agent technique polyvalent et puis le maire qu'on va réussir à être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Donc, ce qu'il faut comprendre et ce qui fait la force des ruralités, des villages, c'est justement qu'on peut considérer le village comme un commun, où chacun peut s'investir un petit peu à sa manière et porter des solutions pour l'avenir. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et là, on a besoin, on a besoin de toutes les volontés et de toutes les énergies. Et encore heureux qu'on a l'ensemble de nos concitoyens qui s'investissent. Et moi, je crois que c'est de cette manière-là aussi qu'on peut lutter ensemble contre le Rassemblement national, en montrant qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place, en montrant aussi que c'est de la politique. Et c'est là où j'en reviens à ce que vous disiez, c'est que moi, ce que je trouve assez délétère, c'est justement de dire tout ce qu'on fait au niveau local, c'est pas de la politique, c'est du bon sens, c'est de la bonne gestion qui est tout à fait normale, etc. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à mes concitoyens, c'est qu'en fait, non, ça se cultive activement. C'est une vraie vision qui doit conduire nos actions. Et moi, je pense qu'on peut ouvrir comme ça un récit beaucoup plus positif de ce qu'on est capable de faire ensemble, ici et maintenant, et qui peut même inspirer toute la France. Oui, effectivement, les villages pourraient inspirer, notamment sur la concorde et sur la capacité de travailler ensemble. Ça pourrait inciter certains députés à prendre l'exemple. On va s'offrir, si vous voulez bien, une petite séquence nostalgie pour voir comment les partis politiques essayent de s'adresser aux habitants des campagnes et de cultiver ce vote rural. Nostalgie, Sophie, parce que vous nous ramenez à la campagne électorale de 1981. Alors, nostalgie pour certains, un grand souvenir pour les autres, plus ou moins heureux, mais en tout cas, un temps, Thomas, que les moins de 20 ans, évidemment, ne peuvent pas se souvenir. Voilà, une élection... Je vous parle d'un temps dont les moins de 20 ans ne peuvent pas... Absolument. Une élection, merci de vos références, une élection présidentielle qui était quand même sous tension, la première gagnée par la gauche, c'était 1981, donc, avec certaines des affiches placardées sur les murs qui résonnent avec aujourd'hui. Je les ai retrouvées et elles résonneront, à mon avis, encore plus pour 2027. Il y avait celle de Valéry Giscard d'Estaing, figurez-vous, peut-être vous en souviendrez-vous, président sortant devant une carte du monde avec ce slogan « Il se bat pour la paix », qui est on ne peut plus éloquente pour l'avenir et pour aujourd'hui. Et puis, il y avait celle surtout de François Mitterrand, qui était sur fond de ciel limpide avec sa campagne verdoyante, ce petit village de Morvan qui est donc Sermage et son clocher bucolique dont, pour la petite anecdote, la croix qui avait été jugée trop agressivement cléricale avait été retirée. Le slogan est resté célèbre et qui était repris ensuite par d'autres, c'était la force tranquille. Et chez François Mitterrand, son attachement au site et au paysage était sincère. Rouler doucement pour que je puisse regarder le paysage, disait-il à son chauffeur pendant les campagnes, donnant un certain retard répétitif dans ses visites. Mais
D'où ça venait cette affection? Alors, ça aurait été. Alors, il y avait évidemment une histoire personnelle dont on se souviendra, qui serait trop long de la rappeler ici, mais c'était aussi chez lui une affection héritée de la Troisième République et de sa valorisation des petites patries qui avaient formé donc l'unité nationale. Et puis, jacobin converti à la décentralisation, il bénéficiera de cet engagement rural. Jusqu'à sa victoire, évidemment, en mai 80, avec des candidats à la présidentielle depuis qui n'ont jamais cessé de tendre la main à la ruralité. Alors évidemment, on se souvient de la Corrèze, de Jacques Chirac, de celle de François Hollande, du Poitou aussi, de Ségolène Royal, du Béarn de François Bayrou, qui chanta Henri IV, et le monde agricole reste Jean-Luc Mélenchon, peut-être le seul, tiens, après tout, pied noir, à s'être volontairement ancré dans les quartiers et les cités et non pas dans la ruralité, en tout cas récemment, mais évidemment aucune raison pour qu'il cesse de poser un pied dans la ruralité. Mais alors on va revenir à ce vote rural dont on parlait, il y a quand même cette inquiétude. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle ils vont de nouveau se tourner vers la ruralité. Ils sont saisis, glacés par les annonces peut-être excessives, en tout cas qui sont envoyées et qui les paralysent, à part peut-être Bruno Retailleau qui porte son identité vendéenne comme un drapeau, voir si ça suffira pour lui, ne serait-ce qu'à prendre son espace de la droite et du centre, où Édouard Philippe aussi tente l'affaire. On se souvient chez lui de l'opération 1000 cafés qui avait été lancée sous son gouvernement pour redynamiser les villages. Ils savent tous que l'affaire est compliquée. On prend ne serait-ce que l'exemple de François Ruffin qui, à gauche, est celui qui a sans doute le plus, en tout cas, bataillé pour défendre un ancrage des politiques dans cette ruralité. Si on regarde ces circonscriptions... Voilà, c'est le problème, c'est que dans la Picardie, le Nord, Pas-de-Calais, que la gauche détenait, il faut s'en souvenir encore complètement en 2012, eh bien, il est le seul, entre guillemets, survivant. Et à quoi doit-il son élection aux dernières législatives? Eh bien, au centre urbain d'Amiens, qui est aussi dans sa circonscription. Et donc, ils s'y mettent tous, mais à savoir si la recette suffira pour 2027. Effectivement, avec cet objectif de reconquérir le vote rural, Bruno Cotresse, est-ce qu'une génération y suffira, quoi? Si on prend les grands partis, parce qu'il y a, évidemment, c'est complexe, il y a des régions de France où c'était plutôt la droite traditionnelle qui dominait, d'autres c'était plutôt la gauche traditionnelle qui dominait. Travail de longue haleine pour eux. Oui, parce que les évolutions qui ont conduit à cette situation sont elles-mêmes des dimensions très structurelles. On a observé dans toutes les élections, à peu près à tous les niveaux d'élection, mais ça s'est particulièrement traduit aux dernières présidentielles et législatives 2022 et 2024, quand même une diffusion du vote Rassemblement national qui a largement débordé les territoires qui étaient habituellement ceux du Rassemblement national, nord-est et sud-est. Et on voit aujourd'hui des cartes, si on fait la cartographie des résultats électoraux dans les circonscriptions législatives, on voit aujourd'hui une géographie RN qui est quand même assez impressionnante. J'ai été regardé, vous avez cité notre livre avec Anne Muxel, on a été regardé avec des cartes, le vote Jordan Bardella aux européennes 2024 dans les circonscriptions législatives. Il est au-dessus de sa moyenne nationale dans plus de 300 des 577 circonscriptions législatives. Donc voilà, on voit des phénomènes qui sont aujourd'hui ancrés. Il y a une transformation de la vie politique, la fameuse tripartition. Elle est maintenant durablement inscrite. Je crois qu'on est durablement dans un cycle où il deviendra de plus en plus difficile à une formation politique d'avoir elle toute seule une majorité absolue. Donc voilà, on a une grande transformation qui progressivement s'est ancrée dans les territoires. Et lorsque les ruraux réfléchissent aux élections nationales, ils sont comme tous les électeurs, ce sont des considérations de politique nationale qui vont dominer leur regard. Mais même si je reprends un aspect de l'étude que je trouve vraiment passionnant sur les inconvénients d'habiter à la campagne. Vous avez posé cette question, Laurent Denervaux, et ce qui vient en tête, c'est l'offre réduite de transport en commun, la dépendance à la voiture. Ensuite, il y a les déserts médicaux, difficulté de consulter un médecin, manque de commerce de proximité, l'offre culturelle, le manque de services, d'opportunités professionnelles, etc., etc., etc. Je vous propose, tiens, pour illustrer la première réponse, l'offre réduite de transport en commun, je vous propose un extrait d'un documentaire qui a été réalisé par Fabien Recker. On est dans le Puy-de-Dôme et là, on parle vraiment d'une bataille du rail. Regardez. Pour aller prendre son train,
Nicolas Roy n'avait auparavant que quelques mètres à faire en sortant de chez lui. Voilà, d'ici j'allais à Paris, à Lyon, à Toulouse. Il n'y a plus d'arrêt ici au Voria, ni plus d'arrêt sur toute la partie amont, donc de Bordeaux jusqu'à ici. Et le train arrivait de Bordeaux, quand c'était l'Intercité, ou de Tulle ou de Ussel quand c'était le TER, et de l'autre côté, de Clermont-Ferrand. L'espace qu'on voit devant nous, c'était occupé par des voies de chemin de fer, sur lesquelles il y avait des wagons de chargement. Et juste derrière, on voit l'ancien hôtel qui est fermé, qui faisait hôtel-restaurant, construit des années 20-30, parce qu'il y avait beaucoup d'activités dans cette zone, notamment des voyageurs. La gare du Voria n'est plus desservie depuis 2016. Et pourtant, un train circule toujours sur la ligne. C'est le train des eaux du Mont d'Or, train de fret assez lourd, comme vous avez pu le voir, et donc qui prouve bien que cette ligne fonctionne encore parfaitement, aucun problème ni de signalisation, ni de rail. Comment, alors au-delà de ce cas précis, le manque de transport collectif, comment ça s'explique, Fanny Lacroix? C'est quoi, ils sont pas rentables ces lignes? Soit pour le rail ou parfois des bus, par exemple? Oui, on l'entend, même si, très honnêtement, moi, je suis à Châtel-en-Trièves, on est très loin aussi de la première gare, il n'y a pas de possibilité de transport en commun. Tu vois, la question du transport en commun, elle peut être présente sur des sites périurbains, mais quand vous êtes vraiment dans une campagne plus éloignée, il n'y a pas de transport en commun. La voiture et que la voiture, il n'y a pas d'autre option. Nous, il n'y a rien d'autre, en fait. Il pourrait y avoir des bus qu'Emmanuel Macron avait appelés de ses voeux. Je vois... Très honnêtement, je suis toujours très embêtée pour penser ces questions de mobilité parce que je ne vois pas de solution miraculeuse pour des territoires qui sont aussi vastes que ceux qui sont les nôtres. Donc, à part le fait d'aller et d'investir la question du véhicule ultra léger qui pourrait être peut-être plus écologique, mais moi, la question de l'assignation à domicile est quand même très très vive. Et moi, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, ça m'inquiète parce que moi, quand j'étais étudiante, j'ai lu un livre, c'était « Bouger pour s'en sortir ». Et je crois qu'il relate tout à fait bien en fait ce que ça veut dire que de renoncer à la mobilité, c'est plus emmener ses gamins aux activités extrascolaires, c'est plus aller à l'école de musique, c'est plus aller voir les spectacles. Et moi, je suis pas prête à renoncer à ça. J'ai aussi envie que mes enfants ils puissent avoir un parcours de vie qui soit riche, etc. Donc cette question de la mobilité, elle est vraiment très difficile à penser uniquement sous le prisme du transport en commun, parce que la majeure partie du territoire rural sont en dehors de ce champ-là. Mais après, je veux pas dire non plus qu'il faut pas se battre pour les lignes de TER, etc. C'est évident, mais il y a toute une réalité qui échappe à ça et on est obligé d'être sur de la mobilité individuelle. Il y a la ministre Françoise Gatel qui parlait d'un système de lignes de covoiturage. C'est comme une ligne de bus, mais c'est des covoiturage, ça marche très bien. C'est avec une appli, on est prévenu qu'une voiture arrive, on peut monter dedans. Bref, voilà, juste pour dire qu'il y a aussi de l'innovation et des solutions. On va terminer là-dessus, Bruno Cotresse. Moi, en entendant ça, je pense aux Gilets jaunes. La colère des Gilets jaunes, elle est née de ça, de ce sentiment d'exclusion, de pas, voilà, mais bien sûr, pas être considéré par les politiques publiques. Si on est au cœur du sujet, vraiment, même au-delà de la question des Gilets jaunes, on est au cœur vraiment du sujet du pays, qui est un pays riche, 5e ou 6e puissance mondiale, qui en même temps crée des expériences de vie qui sont celles-là, c'est-à-dire je suis jeune, j'ai pas encore le permis, ou j'ai le permis mais j'ai pas encore assez de sous pour acheter une voiture, je voudrais prendre un boulot mais sortir de chez moi à 5h du matin pour prendre je peux pas. Voilà, c'est des problèmes comme ça qui nourrissent cette expérience d'un sentiment de ressentiment. J'ai bien aimé dans l'étude ce terme qui a été utilisé de ressentiment contre un pays qui n'est pas à la hauteur des ambitions et qui est souvent pas à la hauteur de ce qu'il demande au fond lui-même aux gens. Merci beaucoup. Et ce ressentiment et cette étude, elle est à découvrir évidemment sur votre site destincommun.fr. Merci beaucoup Laurence Denervaux, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Le vote sans issue. Bruno Cotresse, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Merci et à bientôt sur Public Sénat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier très rapidement. On bat des records d'audience, donc ça fait plaisir. Donc autant qu'on le dise nous-mêmes, voilà. Donc c'est du bonheur et bravo à toutes celles et ceux qui m'accompagnent dans ce boulot quotidien. Notez que demain ce sera Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui sera l'invitée de notre matinale. Belle soirée.